Bonjour tout le monde. J'ai fait un premier essai avec ma caméra. Bon, ça n'a pas marché apparemment. Maintenant, je refais un deuxième essai. Je voudrais bien que ceux qui me voient et qui m'entendent m'écrivent au moins un commentaire pour que je sache si vous me voyez et vous m'entendez. Sur Facebook, non pas sur Messenger. Oh, apparemment, je ne sais pas. Je ne vois rien du tout pour le moment. Ah, d'accord. Allez, ça commence. Très bien. Aïla, Camilla, Camilla. Donc, ça ne fait rien si on est un peu en retard, un peu décalé aujourd'hui. C'est la première séance. Bon, on va, on va s'habituer. Après, ça marchera mieux, de toute façon. Voilà. Je vais essayer de patienter un petit peu, le temps de laisser les gens se connecter et de commencer à voir. Et ensuite, on va attaquer notre première séance de révision donc, du module de biologie animale générale de première année. Voilà. Bon, pour un petit rappel, juste pour perdre un peu de temps. Donc, on avait commencé, on avait fait 4 à 5 séances donc, de cours à l'amphi, hein, donc pour toutes les sections. Et ensuite, malheureusement, donc, il y a eu euh, le coronavirus qui est venu, tout arrêté, etc. Donc, euh, en plus du polycopier que je vous avais donné au début du semestre, donc la plupart l'avaient avec eux, donc ça c'était le cours presque complet, hein, enfin, sans ce que j'explique bien sûr à l'amphi, ce que je vous dessine, etc. etc. Ensuite, je vous ai mis le cours donc, sur la plateforme e-learning donc, de l'université de Borj. Donc, si vous allez à la faculté de SNVSTU, vous allez le trouver. Et dernièrement, il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, j'ai mis un résumé du complet du module de biologie animale, toujours donc sur le site de l'université de Borj, donc aussi accessible si vous allez à la faculté SNVSTU. Vous regardez résumé des cours, première année, vous allez trouver donc le résumé du cours de biologie animale. Voilà, c'est juste un résumé. Vous avez le polycopier aussi qui est complet. Dommage qu'on n'a pas pu terminer donc les séances de cours à cause de la maladie. J'espère donc que vous pourrez au moins comprendre. Alors, je vais vous faire une sorte de révision du cours, donc les points qui sont les plus importants. Vous allez vous aider bien sûr du cours que je vous ai donné. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de vous documenter sur Internet, etc. pour approfondir vos connaissances. Donc, pour mes étudiants, donc si vous vous rappelez, ceux qui ont assisté au cours, avant de commencer donc le module qui comporte essentiellement de l'embryologie, j'avais fait déjà une séance concernant un petit peu la reproduction en général. Donc, la reproduction, bien sûr, et ensuite, on avait commencé le premier chapitre de l'embryologie, c'était la reproduction chez le mâle, avec la spermatogénèse. Puis, on a fait la reproduction chez la femelle, plus l'ovogénèse. Ensuite, on avait vu la fécondation
Et je pense que pour certains, on avait commencé la segmentation, c'est-à-dire le début du développement embryonnaire. Donc, pour un rappel, ce qui est important donc de connaître en reproduction chez les animaux, donc on avait dit qu'il y avait différentes manières pour les animaux de se reproduire. D'abord, certains animaux vont se reproduire de manière asexuée, c'est-à-dire sans l'intervention du sexe mâle ou femelle. Et deuxièmement, la deuxième manière qui est la plus courante, qui existe chez beaucoup d'espèces animales, donc c'est la reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il y a deux sexes, le sexe mâle, le sexe femelle. Donc, pour la reproduction asexuée, ça concerne un certain petit nombre d'espèces animales, certains animaux. On avait vu le ver de terre, qui va se reproduire de manière asexuée. On avait vu des espèces marines qui vont se reproduire de manière asexuée. L'individu n'est ni mâle ni femelle. Il n'a pas d'appareil reproducteur mâle ou d'appareil reproducteur femelle. Il n'a pas de gamète mâle, gamète femelle, c'est-à-dire pas de spermatozoïdes, pas d'ovocytes, pas d'ovules, et il se reproduit directement, donc de manière asexuée, soit qu'il se divise, comme par la sessiparité, soit une division simple, soit un bourgeonnement, donc ça dépend, il existe différentes manières. Nous, bon, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est qu'il y a une reproduction sexuée chez pas mal d'autres espèces. Donc, qu'il faut intervenir deux sexes, mâle et femelle. Le sexe mâle possède donc un appareil reproducteur mâle qui produit donc des cellules sexuelles mâles. Deuxièmement, le sexe femelle possède un appareil sexuel reproducteur femelle qui produit des cellules sexuelles femelles. Ensuite, il y a la rencontre des cellules sexuelles mâles et des cellules sexuelles femelles. Après, il y a la fécondation qui va mettre en commun ces deux cellules sexuelles et en particulier leur matériel génétique, donc le noyau, et qui va permettre d'obtenir un nouvel individu. À côté de cette reproduction, donc, où il existe le mâle et la femelle, et les sexes sont séparés, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, le sexe mâle est différent du sexe femelle, ce sont ce qu'on appelle des espèces gonocoriques. Des espèces gonocoriques où l'appareil sexuel mâle est porté par l'individu mâle, l'appareil sexuel femelle est porté par l'individu femelle. Donc, gonocorique, c'est-à-dire que les deux sexes sont séparés. À côté, il y a bien sûr toujours en biologie, toujours dans la nature, il y a des exceptions où, par exemple, certaines espèces très très rares, on peut trouver l'individu mâle et femelle en même temps, le sexe mâle et femelle en même temps chez le même individu. Ça s'appelle des espèces hermaphrodites. Comme, par exemple, le plus connu de tous, tout le monde le connaît, c'est l'escargot. Donc, l'escargot, tous les escargots, donc, tous les individus portent à la fois le sexe mâle et le sexe femelle. Donc, ce sont des espèces hermaphrodites. Donc, les autres étaient des espèces gonocoriques, les sexes sont séparés, et les hermaphrodites portent à la fois le sexe mâle. Par exemple, ceci existe beaucoup, les espèces hermaphrodites existent beaucoup chez les végétaux, mais très peu chez les animaux. Voilà, que ce soit chez les végétaux, que ce soit des individus qui sont en même temps mâles et femelles, ou bien dans le même individu, la fleur porte l'appareil génital mâle et femelle. Donc, pour continuer, quand on a affaire à des espèces gonocoriques, c'est-à-dire
les sexes sont séparés, donc le mâle et la femelle, généralement, enfin la plupart du temps, chez ces espèces-là, on va voir qu'il y a un dimorphisme sexuel. Alors, dimorphisme sexuel, sexuel donc sexe, dimorphisme de forme. C'est-à-dire, c'est très simple, c'est la plupart des animaux, quand vous voyez le mâle, vous reconnaissez le mâle tout de suite, parce qu'il y a des caractéristiques, hein, de forme sexuelle. Chez le mâle, on a une certaine forme sexuelle. Souvent, on peut voir l'appareil génital mâle chez le mâle et on peut voir l'appareil génital femelle chez la femelle, de forme. Donc, maintenant, chez des espèces où, par exemple, on ne peut pas très bien distinguer le mâle de la femelle, on va toujours voir, par exemple, chez certains oiseaux, on va voir que la couleur, le mâle possède certaines couleurs, la femelle possède d'autres couleurs. D'accord? Donc, chez d'autres espèces, on va voir la taille. Le mâle est plus grand que la femelle est plus petite, plus fine. Par exemple, vous voyez aussi toujours chez certains oiseaux, vous allez voir que le mâle, il peut chanter de manière très particulière, très précise, etc. Et la femelle ne chante presque pas. Donc, on peut distinguer comme ça, dans le dimorphisme sexuel, on peut distinguer donc le mâle de la femelle donc grâce à certaines caractéristiques. Soit on peut voir direct chez l'être humain, chez les mammifères en général, on peut voir l'appareil reproducteur mâle, donc tout de suite on reconnaît le mâle, et la femelle aussi, c'est la même chose. Donc chez d'autres espèces, c'est soit la taille, soit la couleur, la chanson, le comportement, etc., qui nous permettent donc de reconnaître les individus mâles et les individus femelles. Alors, une fois qu'on a vu donc ces généralités sur la reproduction, généralement donc la reproduction sexuée se fait quand une cellule sexuelle mâle rencontre une cellule sexuelle femelle. Ils mettent en commun leur matériel génétique et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène qu'on appelle la fécondation, qui redonne un individu qui est diploïde à 2 N chromosomes, puisqu'on sait que les cellules reproductrices possèdent N chromosomes. Donc, N sont apportés par le mâle, par la cellule sexuelle mâle, l'autre N est apporté par la cellule sexuelle femelle, et la rencontre des deux redonne un œuf, ce qu'on appelle un œuf, un zygote, à 2 N chromosomes, qui va montrer le départ donc du développement du nouvel individu qui va naître. Donc là, c'est le retour à la diploïdie. Il existe des cas extrêmement particuliers où, par exemple, chez des espèces donc, qui sont à reproduction sexuée, ou parfois, donc dans des cas exceptionnels, chez des espèces très exceptionnelles, où on n'a pas besoin du mâle ou de la femelle, où par exemple un seul individu, donc soit la femelle, ou 2 cellules sexuelles du même sexe vont donner un nouvel individu, un enfant, quand vous voulez, un petit. Hein. Ce phénomène s'appelle la parthénogénèse. Parthénogénèse, hein, où il y a 2 cellules sexuelles du même sexe qui vont donner un nouvel individu. Mais ceci, bien sûr, est très rare et très particulier. Voilà. Donc ça, c'est toujours dans les généralités. Maintenant, quand on a une reproduction sexuée, que les sexes sont séparés, donc c'est le cas de la plupart des animaux, donc on a des espèces gonochoriques, bien sûr, on a dit que souvent ça présente un dimorphisme sexuel, donc sont différents, le mâle et la femelle sont différents. Alors, comment va se faire la reproduction? La reproduction, donc, elle peut se faire grâce à un phénomène qu'on appelle la fécondation.
La fécondation, donc, c'est la rencontre de la cellule sexuelle mâle et la cellule sexuelle femelle. Alors, cette fécondation, donc, elle peut se faire de différentes manières, bien sûr. Alors, soit, par exemple, comme aussi dans le cas, par exemple, des mammifères, c'est l'appareil génital mâle. Donc, l'appareil génital mâle va pénétrer, donc, grâce à un organe de reproduction, il pénètre à l'intérieur de l'appareil génital femelle et dépose les cellules sexuelles mâles dans l'appareil génital femelle. Donc, on aura une fécondation interne. La fécondation va se faire dans l'appareil, dans le tractus génital femelle. Ça, c'est très courant. Chez d'autres espèces, par contre, ces espèces vont vivre toujours dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, la fécondation pourra se faire à l'extérieur, en dehors de l'appareil génital femelle. C'est ce qu'on appelle la fécondation externe. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est généralement des espèces qui vivent dans l'eau, hein, dans l'eau de mer, dans l'eau des lacs, des rivières, etc. Ça ne se fait pas à l'extérieur parce que les cellules sexuelles risquent de mourir tout de suite. Donc ça se fait dans l'eau. Alors, la femelle, elle va déposer un paquet, un groupe d'œufs, des œufs, et au lieu qu'il y ait, elle va les déposer sur un rocher, dans l'eau, sur une plante, sur un support, au fond de l'eau. Et le mâle va venir, et au lieu qu'il y ait donc un accouplement entre le mâle et la femelle, le mâle va reconnaître les œufs, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer donc les spermatozoïdes, la semence, ce qu'on appelle le sémen, la semence, donc sur ce groupe, sur ce paquet d'œufs. Et les spermatozoïdes vont rentrer et féconder les ovocytes, les ovules, donc déposés par la femelle. Ceci est une fécondation externe. Voilà. Donc, fécondation interne ou fécondation externe. Si elle est externe, c'est dans l'eau. Dans l'eau, comme par exemple les poissons, par exemple les batraciens. Donc, il y a beaucoup d'espèces animales comme ça qui vont se reproduire de la manière de la fécondation externe. Voilà. Ensuite, le développement embryonnaire. Le développement embryonnaire, il va se faire où? Ici aussi, il y a plusieurs possibilités. Le développement embryonnaire, donc, va se faire aussi de différentes manières, puisqu'on a la fécondation soit interne, soit externe. Donc, ça va être de différentes manières. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que c'est le cas d'un mammifère, comme l'homme, la vache, le cheval, le mouton, etc., etc. Donc le mâle féconde la femelle dans les voies génitales femelles, dans l'appareil génital femelle, et le développement embryonnaire va se faire à l'intérieur des voies génitales femelles. Donc, fécondation interne et développement embryonnaire interne. Donc, c'est le premier cas. Maintenant, si je prends par exemple les oiseaux, le poulet, le coq, la poule, là aussi, la fécondation va être interne. Bien sûr, il y a un rapport sexuel entre l'appareil, entre le mâle et la femelle. D'accord? Donc, la fécondation va se faire à l'intérieur de l'appareil génital femelle, mais la poule, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois que son œuf est fécondé, elle va pondre l'œuf. Elle va pondre l'œuf à l'extérieur. Et le développement embryonnaire va se faire à l'extérieur de l'appareil génital femelle, mais dans un œuf. Donc, ça, c'est des espèces qui sont ovipares. Ovipare qui veut dire œuf. Donc,
Contrairement aux mammifères, je vous ai pris l'exemple de l'homme, de la vache, ce sont des espèces vivipares, donc où le développement se fait donc directement dans l'appareil génital femelle, bien sûr. Après, on verra dans la suite du cours, on verra que l'embryon n'est pas laissé comme ça à lui-même. Il va avoir ce qu'on appelle des annexes embryonnaires, le placenta, le cordon ombilical, etc., qui vont participer à son développement. Donc, les espèces vivipares, donc le petit va se développer à l'intérieur de l'appareil génital femelle. Les espèces ovipares, ovi qui veut dire œuf, donc qui vont pondre des œufs. Donc la reproduction, donc la fécondation va être interne, mais le développement embryonnaire va être externe, puisqu'il se passe dans un œuf, donc à l'extérieur de l'appareil génital femelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une condition, c'est que cet œuf, l'œuf, il doit comporter tous les éléments qui peuvent permettre le développement de l'embryon. S'il manque quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Le développement de l'embryon ne peut pas se faire. Donc, un œuf, c'est quelque chose de très spécial parce qu'il contient tous les éléments pour permettre tout le développement de l'embryon, parce que l'œuf est loin de la mère, il est à l'extérieur de la mère, elle ne peut plus rien lui donner par la suite. Elle ne peut pas l'aider à continuer à faire son développement s'il y a un problème, etc., etc. Donc, troisièmement, il existe un autre type qui combine un peu les deux. C'est les ovovivipares. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les ovovivipares? La fécondation est interne, donc le mâle doit s'accoupler à la femelle et faire une fécondation interne. Dans l'organisme maternel, il y aura un œuf fécondé qui est prêt à se développer, mais au lieu que ce soit comme les oiseaux, que la femelle va pondre l'œuf, non, cet œuf va rester à l'intérieur de l'appareil génital femelle. Donc, au moment où le petit, après le développement, au moment où le petit va naître, il va naître un individu qui est déjà pratiquement terminé, qui a terminé son développement. Donc, c'est ovo, c'est-à-dire œuf, vivipare, c'est-à-dire vivant. Vous voyez la différence? Donc, vivipare, premièrement, rappelez-vous les mammifères, etc. Ovipare, comme les oiseaux qui pondent un œuf, etc. Et ensuite, ovovivipare. Alors, il y a un œuf, mais au lieu qu'il soit pondu à l'extérieur, l'œuf va se développer à l'intérieur de l'appareil génital femelle. Voilà. Donc, voilà, différencier, bien sûr, après, il y a d'autres choses. Bon, ça, ce n'est pas exactement dans le programme du module, mais il fallait qu'on en parle. Il fallait que je vous en parle, comme ça vous pouvez comprendre après par la suite quand on fait appel à certains éléments, etc. On va faire par exemple les annexes embryonnaires des oiseaux, on va faire ceci chez les mammifères, chez l'homme, etc. Comme ça vous pouvez comprendre un petit peu parce que vous êtes en première année, vous n'avez pas encore des notions donc, de la biologie ou du développement, donc ça va vous servir par la suite et il fallait que je vous explique ça dans un premier temps. Donc, alors, pour compléter un petit peu donc, cette première partie qui est des généralités uniquement sur la reproduction, donc on a vu les niveaux de reproduction, on a vu, etc., la fécondation, le développement, etc. Donc, je vous avais parlé aussi de l'œuf d'oiseau qu'on connaît tous, l'œuf de la poule des oiseaux. Donc on avait fait sa description. Donc on avait vu que l'œuf était entouré par une coquille calcaire poreuse, donc qui laisse passer des gaz, etc. Et à l'intérieur de cette coquille était plaquée une membrane qu'on appelle la membrane coquillière, donc qui est très importante parce qu'elle va aussi
être le lieu d'échange entre le milieu extérieur et le milieu dans lequel se développe donc l'embryon. Donc cette membrane coquillère d'un côté de l'œuf, là on l'a tous remarqué, elle va laisser un petit vide qu'on appelle la chambre à air. C'est la chambre à air. Donc il y a de l'air qui pourra se déplacer et que le petit poussin à l'intérieur en plein développement donc pourra utiliser les gaz de la respiration. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette membrane coquillère? Donc en gros, bien sûr, il y a le blanc d'œuf, donc tout le monde connaît, donc l'albumène, le blanc d'œuf, qui est une matière qui est très très importante pour le développement de l'embryon, puisque c'est la modification de ce blanc d'œuf par la suite qui va donner un liquide comme de l'eau, dans lequel l'embryon va se développer. Alors on remarque que ce blanc d'œuf possède deux sortes de parties qu'on appelle les chalases. Les chalases, donc, qui sont des tortillons, c'est comme des ressorts, qui permettent de garder toujours l'équilibre de l'œuf. Donc, l'embryon va être toujours équilibré grâce à ce chalase. Il faut bien connaître la consistance, elle est un peu différente du blanc d'œuf. Ensuite, la chose la plus importante, bien sûr, qu'on trouve dans l'œuf, c'est le jaune d'œuf. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le vitellus, le jaune d'œuf, donc, qui va former une sorte de vésicule, et sur lequel on va trouver une petite partie blanche qui est l'embryon lui-même. Donc, on le remarque, quand vous faites un œuf au plat, vous le remarquez tout de suite, au-dessus du jaune, on a la tache qui est transparente, translucide, blanchâtre, c'est ça qui constitue l'embryon. Donc, en gros, voilà tous les éléments. Pourquoi est-ce que l'embryon est au-dessus du jaune? Parce que le jaune s'appelle le vitellus et il constitue les réserves nutritives grâce auxquelles l'embryon de la poule, qui a un développement d'une durée de 21 jours, donc il va se nourrir de ce jaune d'œuf, bien sûr. Ce jaune d'œuf va devenir ce qu'on appelle la vésicule vitelline, sur laquelle on va tout de suite voir, juste après, quelques heures après la fécondation et le début du développement embryonnaire, on va voir les premiers vaisseaux sanguins qui vont se former. D'ailleurs, des petits traits qui sont des vaisseaux sanguins qui vont se former et par lesquels cet embryon va commencer à aspirer les substances nutritives et toutes les substances dont il a besoin pour faire son développement, donc jusqu'à son éclosion, c'est-à-dire jusqu'à la naissance. Donc, ça c'était la description d'un œuf, on en aura besoin par la suite, on le verra par la suite. Dans les autres cours, donc vous avez vu sur votre polycopier, vous allez avoir après le développement des oiseaux, les annexes embryonnaires des oiseaux, etc. On en aura besoin par la suite. Donc, si on se place maintenant dans le module lui-même, donc dans la partie embryologie, donc la première partie concerne la reproduction chez le mâle. Et ensuite, la reproduction chez la femelle. Donc, la reproduction chez le mâle est un peu différente, bien sûr, c'est normal, que la reproduction chez la femelle. Et on va d'abord voir deux choses, que la reproduction chez le mâle est le résultat de deux fonctions qui se complètent, sont différentes, mais elles sont différentes. La première fonction, c'est l'hormonogénèse, hormonogénèse, donc la formation, la fabrication d'hormones. Donc la reproduction chez le mâle, mais aussi chez la femelle, mais là on commence par le mâle. Donc elle est sous l'influence de l'hormonogénèse, c'est-à-dire que l'individu mâle va produire certaines hormones spécifiques qui vont permettre d'assurer donc sa reproduction. Deuxième chose, donc qui est très importante, donc attendez, si on dit hormonogénèse, rappelez-vous, ça veut dire
Si c'est des hormones, ça veut dire que ce sont des glandes qui vont produire les hormones. D'accord? Donc, on verra les différents types de glandes après qui vont intervenir donc, dans cette production d'hormones. Deuxième chose donc, qui est très importante, bien sûr qui est aussi c'est primordial donc, chez le mâle, c'est la production des cellules sexuelles mâles, la production des spermatozoïdes. Et ce phénomène s'appelle la spermatogénèse, la formation des spermatozoïdes. Donc, reproduction chez le mâle sous l'influence de deux phénomènes, l'hormonogénèse et la spermatogénèse. Pour l'hormonogénèse, il faut des glandes qui vont fabriquer ces hormones, il n'y a pas de problème. Pour les spermatozoïdes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi des glandes qui vont fabriquer des spermatozoïdes et ensuite il faut tout un appareil, des organes qui vont permettre de conduire ces spermatozoïdes, les transformer, enfin transformer leur environnement, etc. et pour qu'ils arrivent jusqu'à l'appareil génital femelle. Donc, cet ensemble donc d'organes, de conduite, etc., de glandes et tout, qu'est-ce que ça s'appelle? L'appareil génital mâle ou appareil reproducteur mâle. Voilà. Donc, ça c'est des choses qui sont essentielles. On retient donc, en résumé, on retient donc que chez le mâle, la reproduction est sous l'influence de deux choses. La fabrication des hormones, la production des hormones, et la production des spermatozoïdes. Pour la production des hormones, donc, ce sont des glandes endocrines. Pour la production des spermatozoïdes, c'est tout un appareil génital mâle. Alors, cet appareil génital mâle, après pour les hormones, on verra par la suite. Hein, donc, pour l'appareil génital mâle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses essentielles. Il y a une partie qui va fabriquer les spermatozoïdes et les stocker. On va les fabriquer. Deuxième des choses, il va y avoir une série donc de canaux, etc., de tubes, qui va éliminer, c'est-à-dire vers l'extérieur, ces spermatozoïdes. Et ensuite, il va y avoir un appareil, un organe qui va permettre le rapport sexuel pour déposer les spermatozoïdes à l'intérieur des voies génitales femelles. Si ça ne peut pas arriver, il n'y aura pas de reproduction. Donc, il ne s'agit pas de produire des spermatozoïdes et les laisser là, qu'ils sont dans leur coin, non. Il faut non seulement les produire, mais il faut qu'ils arrivent jusqu'à l'appareil génital femelle, comme ça la fécondation peut avoir lieu. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, dans cet appareil génital mâle, qu'est-ce qu'on observe? On observe premièrement des testicules, donc on les a déjà vus, hein, on a vu en détail même, hein, donc, mais je vous les rappelle quand même, les testicules et le tractus génital mâle. Donc, testicule, tractus génital mâle. Les testicules, donc, ce sont deux organes, paires, ovoïdes, etc. On connaît la taille de 45 mm sur 25, etc., etc. Ils sont partagés en lobules testiculaires. Chaque lobule comporte 200 à 300 tubes séminifères, etc., etc. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on rappelle juste que les tubes séminifères, donc, ce sont les tubes dans lesquels justement se fait la fabrication, la genèse des spermatozoïdes. C'est-à-dire, c'est dans ces tubes séminifères que va avoir lieu la spermatogénèse. Ensuite, c'est à partir des tubes séminifères, on a une série aussi de tubes, de canaux, etc. On commence par les tubes droits, les cônes efférents, le rététestis, le canal épididymaire, le canal épididymaire, donc
dans lequel arrivent les spermatozoïdes qui ont été formés dans les tubes séminifères et dans lequel ils vont séjourner, ils vont rester pendant un certain temps, qui peut être assez long, hein, avant d'être expulsés donc, vers l'extérieur du testicule. Alors, en plus de ces choses qui sont donc plutôt morphologiques ou histologiques, c'est que le testicule lui-même va assurer deux fonctions. Première fonction, on a dit, dans le testicule, il y a des tubes séminifères. Les tubes séminifères fabriquent donc les spermatozoïdes. Donc, ceci est une première fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction exocrine. Donc, le testicule, il a une fonction exocrine, il se comporte comme une glande exocrine pour fabriquer les spermatozoïdes. Deuxièmement, c'est pas fini, il existe certaines cellules qui existent à l'intérieur du testicule, donc, ce sont les cellules interstitielles de Leydig, donc si vous vous rappelez, qui vont, elles, avoir une autre fonction. Elles ne vont pas fabriquer les spermatozoïdes, mais elles vont fabriquer une hormone mâle qui est très importante, qui est la testostérone. Donc, si on vous pose la question, testicule est à la fois exocrine, puisqu'il fabrique les spermatozoïdes, à la fois endocrine, puisqu'il fabrique une hormone qui est la testostérone. Donc, la testostérone, bien sûr, qui va intervenir donc, dans tous les phénomènes, les mécanismes de la reproduction chez le mâle. Alors, le tractus génital mâle, maintenant, le tractus, donc on a vu les testicules, donc les deux glandes, le tractus génital mâle, tractus, tube, tuyau, donc c'est ce qu'on appelle des voies, le chemin, la route, hein, les voies excrétrices, hein, plus les glandes annexes. Glandes annexes, c'est-à-dire c'est des glandes mais qui ne sont pas les testicules, c'est d'autres glandes qui vont être annexes, qui vont accompagner, qui sont avec, donc, et qui vont avoir ces glandes, bien sûr, vont avoir des sécrétions, hein, qui vont intervenir directement dans le phénomène de la reproduction chez le mâle, en particulier dans la constitution du liquide qu'on appelle le sperme. Donc, les voies excrétrices, c'est-à-dire qui vont sortir les spermatozoïdes vers l'extérieur, plus les glandes annexes. Alors, les voies excrétrices, je vous les ai dites en partie tout à l'heure, donc les tubes droits, le rététestis, les cônes efférents, le canal épididymaire. Ensuite, on sort du testicule, on est dans le canal déférent, et enfin le canal éjaculateur, c'est-à-dire qui va éliminer les spermatozoïdes, le sperme en entier, donc dans les voies génitales femelles. Les glandes annexes, on les connaît, il y en a 3. Donc, la plus connue, c'est la prostate, très connue, les vésicules séminales et les glandes de Cooper. Ces 3 types de glandes différentes, bien sûr, chacune a un rôle particulier, ces 3 types de glandes, donc, vont être responsables de fabriquer le liquide dans lequel vont baigner les spermatozoïdes, c'est-à-dire le sperme. Alors, tout simplement, c'est simple. On commence par la prostate. La prostate fabrique hein, un liquide qu'on appelle le liquide prostatique, tout simplement. Ensuite, les vésicules séminales fabriquent le plasma séminal, et les glandes de Cooper, ils ont une sécrétion qu'on appelle sécrétion des glandes de Cooper qui vont augmenter le volume du sperme. Alors, ce sperme, ce liquide qui est produit par ces 3 glandes, donc prostate, vésicule séminale et glande de Cooper, va contenir donc beaucoup de substances qui vont intervenir directement donc dans la reproduction chez le mâle. Voilà comment ça va se passer. Donc,
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire si pour pas de hein, que on a dit que le sperme est qu'est-ce qu'il contient le sperme? Il contient des spermatozoïdes plus la sécrétion des 3 glandes annexes. Donc ça, si je vous pose des questions à l'examen, hein, bien sûr. Hein, je me rappelle, je l'avais bien montré au tableau. Donc, c'est le sperme contient des spermatozoïdes, des cellules, plus des sécrétions des 3 glandes annexes, c'est-à-dire des sécrétions de la prostate, sécrétion des vésicules séminales et sécrétion des glandes de Cooper. Voilà. Le spermatozoïde lui-même est une cellule très complexe. Elle est vraiment très complexe. C'est une cellule qui n'est pas comme les autres. Le spermatozoïde n'est pas comme les autres. Premièrement, parce que le spermatozoïde, déjà dans son noyau, il ne comporte que N chromosomes, c'est-à-dire la moitié des chromosomes de l'espèce. Déjà, première des choses qui est exceptionnelle. Toutes nos autres cellules du corps, hein, toutes nos autres cellules du corps, les cellules somatiques, donc comportent donc 2 N chromosomes. C'est normal comme ça. Tandis que les spermatozoïdes, bien sûr, à partir de la méiose, même les stades de formation du spermatozoïde qui sont juste avant eux aussi sont à N chromosomes. C'est-à-dire à partir du spermatocyte de 2e ordre, spermatocyte 2. Donc le spermatozoïde est spécial, il comporte N chromosomes. Deuxièmement, c'est une cellule qui est complètement destinée à la reproduction. C'est-à-dire, si elle est destinée à la reproduction, c'est parce que, premièrement, elle peut se déplacer. Si elle se déplace, ça veut dire que c'est une cellule qui est allongée, elle n'est pas arrondie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger, elle est d'abord allongée, c'est-à-dire qu'elle a une forme donc, qui lui permet le déplacement. Deuxièmement, elle possède ce qu'on appelle un flagelle, la queue, hein, le flagelle, la queue du spermatozoïde, qui lui permet de se déplacer. Ensuite, elle possède une sorte de moteur qui va permettre de bouger ce flagelle, de faire travailler le flagelle, donc qui est la pièce intermédiaire, qui est importante parce qu'elle est très riche en mitochondries. Et ces mitochondries, bien sûr, à quoi servent les mitochondries? Elles vont fabriquer de l'énergie, et cette énergie va permettre donc à servir une sorte de carburant pour le moteur du flagelle. Voilà. Alors, dernière des choses, donc, au niveau de la tête du spermatozoïde, donc en plus du noyau qui possède N chromosomes, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle l'acrosome. Acrosome. L'acrosome, c'est une vésicule qui est à l'avant, tout à fait à l'avant. Hein. C'est une vésicule. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des enzymes. Voilà. Alors, à quoi vont servir ces enzymes? Tout simplement, les enzymes vont servir au moment de la fécondation. Cet acrosome va éclater, va s'ouvrir, il va libérer les enzymes. Qu'est-ce qu'elles vont faire les enzymes? Elles vont faire leur travail, elles vont digérer, hein, elles vont détruire la membrane pellucide. Ah, qu'est-ce que c'est que la membrane pellucide? Alors la membrane pellucide, c'est une sorte de membrane, donc qui n'est pas une membrane plasmique, hein, elle est différente, elle est plus épaisse, etc. Donc qui protège l'ovocyte. Donc, cette membrane, donc, étant plus épaisse, etc., elle n'est pas facile donc, pour être pénétrée à ce moment-là. Les enzymes contenues dans l'acrosome vont permettre de commencer à détruire cette membrane pellucide pour que le spermatozoïde qui va féconder l'ovocyte, hein, il va faire une sorte de trou, voilà, tout simplement. C'est pas, je vous l'explique comme ça, hein, c'est pour que vous compreniez, mais il va essayer de détruire donc cette membrane pellucide à un endroit particulier pour qu'il puisse pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte. Sinon, la fécondation n'est pas possible. Mais alors,
si c'est des enzymes, cet acrosome, comment ça se fait que le spermatozoïde n'ouvre pas son acrosome quand il est dans le vagin ou bien dans l'utérus ou les trompes de Fallope, etc. Donc, il risque de se détruire, les enzymes vont sortir et quand il arrive, il n'aura plus d'enzymes. Alors que, quand je vous ai dit tout à l'heure, les spermatozoïdes vont rester au niveau de l'épididyme pendant un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Les spermatozoïdes vont être décapacités. Alors, décapacités, c'est-à-dire on leur enlève leur capacité à féconder. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la décapacitation des spermatozoïdes. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, au niveau de la tête, là où il y a l'acrosome, au niveau de la tête du spermatozoïde, là où il y a l'acrosome, qu'est-ce qui va se passer? Il va se déposer donc un revêtement, quelque chose qui va couvrir, un revêtement glycoprotéique, qui va protéger cet acrosome jusqu'à ce que le spermatozoïde arrive jusqu'à l'ovocyte. Voilà comment ça va se passer. Alors, tant que l'acrosome est protégé, donc il n'y a pas de problème. Grâce donc à ce revêtement glycoprotéique, il n'y a pas de problème et la fécondation peut avoir lieu puisque le spermatozoïde est décapacité. Alors, si vous me dites, alors s'il arrive jusqu'à l'ovocyte et qu'il est protégé, donc il ne va rien se passer, il n'y aura pas de fécondation. Alors, ce qui est bien, c'est que après l'éjaculation à l'intérieur des voies génitales femelles, etc., quand le spermatozoïde remonte, donc il va traverser le col de l'utérus, les trompes de Fallope, donc quand il va remonter, qu'est-ce qu'il y a? Le spermatozoïde va être en contact avec les sécrétions de ses organes féminins. Et tout simplement, ce revêtement glycoprotéique va commencer à disparaître, il va se dissoudre tout simplement, doucement, il va se dissoudre, et quand il va arriver, le spermatozoïde, quand il va arriver jusqu'à l'ovocyte, sur la tête, il n'y aura plus de protection, et il pourra faire son activité, c'est-à-dire l'acrosome va s'ouvrir, les enzymes, donc qui sont bien protégées, elles vont pouvoir faire leur travail, etc. Donc ça c'est une phase essentielle donc, du développement du spermatozoïde et qui va montrer soit la réussite, soit l'échec donc de la reproduction. Alors, maintenant, la spermatogénèse. Toujours, quand on parle donc du développement chez le mâle, on a dit il y a deux phénomènes. Il y a l'hormonogénèse, la fabrication des hormones, et ensuite la gamétogénèse. Chez le mâle, c'est la spermatogénèse. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses. Quand le jeune garçon, à la naissance, à l'enfance, etc., jusqu'à la puberté, pratiquement, il n'a pas d'activité reproductrice ou sexuelle, parce qu'il n'y a pas encore la production des spermatozoïdes, tout simplement. Pourquoi il n'y a pas de production de spermatozoïdes? Parce que, donc, dans son développement, il n'y a pas encore la production en quantité des hormones qui vont permettre cette... À l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Donc, la production de la testostérone, donc plutôt des hormones hypophysaires vont être activées et ils vont déclencher la production des spermatozoïdes et des hormones testiculaires. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La testostérone va commencer à provoquer, si vous voulez, la fabrication des spermatozoïdes à partir de cellules qui étaient là bien avant. Donc, ce sont les spermatogonies souches.
Elles étaient là, elles attendaient leur moment et ensuite elles vont démarrer donc dans la production des spermatozoïdes. D'un autre côté, à l'adolescence, donc ça c'est un caractère sexuel fondamental, hein, donc primaire, fondamental, formation des spermatozoïdes. D'un autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'apparition, grâce à cette testostérone, etc., il va y avoir l'apparition de d'autres caractères sexuels secondaires, donc qui vont accompagner la production des spermatozoïdes. Tout le monde connaît les caractères sexuels secondaires. Qu'est-ce que c'est? Chez l'adolescent, donc, par exemple, la voix elle commence à devenir plus grave que la voix d'un enfant, les muscles longs du corps vont commencer à se dessiner, le bassin va se rétrécir, tandis que les épaules, la poitrine va s'élargir, etc. Donc, il y a aussi, bien sûr, ce qu'on connaît tous, c'est l'adolescent, après son caractère va changer, il n'y a rien qui va lui plaire, il n'y a rien qui va pas vivre en société comme ça, comme tout le monde. Heureusement que ça dure juste un certain temps jusqu'à ce que cette phase soit dépassée et c'est tout. Donc, il va apparaître donc ces caractères sexuels secondaires. Bien sûr, il va avoir des petits poils à la moustache, à la barbe, etc. Le petit duvet qui va commencer à pousser. Les poils du corps aussi vont commencer, du milieu du corps, etc. vont commencer à pousser. Donc, tout ça, ça rentre dans les caractères sexuels secondaires. Ce qui est, par contre, le plus important, c'est qu'il va y avoir la production de spermatozoïdes. Cette production de spermatozoïdes, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vient d'où? Elle vient tout simplement de cellules souches. Souches, ça veut dire les premières. Elles étaient là depuis longtemps, depuis la constitution des testicules, et elles étaient là, et elles attendent leur moment. Sous l'influence de la testostérone, à la puberté, qu'est-ce qui se passe? Ces spermatogonies souches, qui sont des cellules à 2 N chromosomes, hein. Donc on est encore dans des cellules à 2 N chromosomes, on n'a pas encore atteint elles vont commencer à se diviser. Elles vont donner, quand chaque spermatogonie souche, donc c'est la poussière sombre, on appelle les poussières sombres, AD, A, dark, donc à 2 N chromosomes. Chacune va se diviser, et qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va redonner une AD, comme elle était elle, et une autre, une deuxième, qui est une AP, spermatogonie poussiéreuse pâle, P, AP. Donc, elle redonne une dark, et elle va donner une nouvelle qui est une pâle. Voilà. Donc, chaque spermatogonie AD, donc la sombre, elle va donner 2 cellules, toujours à 2 N chromosomes, hein, il n'y a pas de... Une autre dark et une nouvelle pâle. La dark, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rejoindre les anciennes qui étaient. Hein, donc une redonne une, donc il n'y a ni moins ni plus. Tandis que la pâle, c'est elle qui va continuer à se diviser. Elle va continuer à se diviser. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner 2 spermatogonies B, maintenant, pas A, B croutelleuses. Donc 2 spermatogonies B croutelleuses. Donc je récapitule. La AD, la AD va donner une AD et une AP. La AP va donner donc 2 spermatogonies B croutelleuses, toujours 2 N chromosomes. Donc, ces B croutelleuses, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se diviser pour donner donc 2 spermatocytes 1 de premier ordre, toujours à 2 N chromosomes. Là, on est encore à 2 N chromosomes. Donc, voilà. Donc, AD donne AD plus AP. AP donne 2 B croutelleuses. Et
la baie coutelleuse donne 2 spermatocytes de premier ordre, c'est spermatocyte 1. Voilà. On est toujours, donc, toute cette phase de différentes divisions, des A, D, B, etc., c'est la phase de multiplication. Donc, les spermatogonies donc, vont subir d'abord une phase de multiplication qui permet donc d'augmenter leur nombre. Les spermatocytes 1, maintenant, ils vont subir une nouvelle phase qui n'est pas multiplication, elles ne vont pas se multiplier, ce qu'on appelle la phase d'accroissement. Donc, elles vont commencer à grandir. Et c'est ce qu'on appelle les oxocytes. Donc, spermatocytes 1 ou oxocytes qui ont évolué, tout simplement. Toujours 2 chromosomes, hein, on n'a pas encore. Alors, ensuite, ces oxocytes, une fois qu'ils ont accumulé des réserves, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là qu'ils vont subir donc la phase de maturation, c'est-à-dire ils vont commencer une phase qui est extrêmement importante, qui est la phase qu'on appelle la méiose. C'est la méiose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la méiose? C'est très très simple. Méiose égale 2 divisions successives, 2 divisions l'une après l'autre. Une division réductionnelle, on va voir pourquoi réductionnelle, suivie d'une division équationnelle. Voilà, c'est ça la méiose. Mais ce qui est important, c'est qu'on passe de cellules de 2 N chromosomes à des cellules à N chromosomes. Voilà, tout simplement. Donc, bon, j'étais en train de lire les commentaires, c'est pour ça que, en même temps, je lis les commentaires, donc, après je répondrai. Hein. Donc, on passe donc de cellules à N chromosomes, à 2 N chromosomes, à des cellules à N chromosomes, donc, par un phénomène qu'on appelle la méiose. Alors, la méiose, qu'est-ce que c'est? C'est le passage, donc, des spermatocytes de premier ordre, spermatocyte 1, à des spermatocytes de deuxième ordre, tout simplement. Alors, de 2 N chromosomes à N chromosomes. Première, donc, division qui est réductionnelle. Voilà, maintenant je vous explique. Réductionnelle, c'est-à-dire on réduit, on divise de moitié le nombre de chromosomes. C'est-à-dire de 2 N, on arrive à N. De 2 N, on arrive à N. Voilà. C'est la première division de la méiose. Tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? On a une deuxième division qui est une mitose équationnelle. Alors, équationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne change pas le nombre de chromosomes. De N, on obtient des cellules aussi à N chromosomes. Ce n'est pas un demi-N, non. C'est de N à N. Donc, équationnelle. Et on arrive à quoi? On arrive à obtenir donc des spermatocytes de deuxième ordre, ensuite des spermatides. Spermatides. Voilà donc les 2 divisions de la méiose, ce qui constitue la phase de maturation. Ensuite, ces spermatides, alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des cellules rondes, arrondies. Donc, si elles sont arrondies, ce sont des cellules fixes qui ne peuvent pas se déplacer et donc qui ne peuvent pas féconder. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ces spermatides vont subir tout un phénomène. Donc, les spermatides vont subir tout un phénomène pour donner les spermatozoïdes. Celle que je vous ai décrite, allongée avec un flagelle, un moteur, enfin, l'acrosome, etc., qui est capable de faire la fécondation. Voilà. Donc, comment se fait ce passage de la spermatide jusqu'au spermatozoïde? Par un phénomène qui est très long quand même, qui dure plus de 20 jours, qu'on appelle la spermiogénèse. On ne confond pas. C'est pas spermato, spermiogénèse, qui est la transformation de la spermatide
en spermatozoïde. C'est-à-dire, on passe d'une cellule arrondie, immobile, fixe, etc., à une cellule allongée qui peut se déplacer et qui possède un acrosome qui contient donc des enzymes et qui peut faire la fécondation. Cette dernière phase, je vous ai dit, s'appelle la spermiogénèse. Il faut croire, elle est longue, je vous dis, elle dure 20-23 jours. Donc, elle est très longue parce que le cycle spermatogénétique chez l'homme, il est d'environ 74 jours. Le cycle entier, si vous voulez, il est d'environ 74 jours pour aboutir donc au spermatozoïde. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la spermatogénèse. Alors, un petit détail à donner, avec cette manière de se diviser des cellules donc sexuelles mâles. Vous vous rappelez la première, la spermatogonie poussiéreuse sombre, la A dark. Hein? Quand elle se divise la première fois, qu'est-ce qu'elle redonne? Elle redonne une A dark et une A pâle. La pâle, elle va arriver jusqu'au spermatozoïde. D'accord? Ok. Mais la A dark, elle va revenir. Donc, si vous voulez, si j'ai X nombre de A dark, on obtiendra toujours le même nombre. Elles ne vont pas disparaître, elles vont rester à chaque fois. Et c'est pour ça que chez le mâle, la spermatogénèse va durer jusqu'à la mort de l'individu. Elle va durer tout le temps. Même si elle diminue un petit peu, bien sûr, avec l'âge, etc. Mais elle va durer tout le temps et elle va rester jusqu'à ce que l'individu meure. Voilà. Et c'est différent de la femme où chaque ovogonie qui est utilisée une fois, elle est utilisée, ça y est, elle est finie, on n'en parle plus. Chez l'homme, non. La AD se divise en une AP, mais elle redonne une AD. Elle se redonne elle-même. Donc, c'est à chaque fois comme ça. Si on a un certain nombre, ils vont tout le temps rester. Attention, je dis tout le temps, mais doucement, doucement, ils vont commencer. Certains vont mourir hein, avec le temps, on va diminuer le nombre, etc. Après, bon, on pourra en reparler de ça. Voilà donc la spermatogénèse chez le mâle. Donc ça, on l'avait vu en détail. Je vous ai juste fait une séance de révision pour que vous vous rappelez les points sur lesquels je vais insister. N'oubliez pas l'épithélium séminifère, dans le tube séminifère. L'épithélium séminifère, donc qu'est-ce que c'est un épithélium? C'est une coupe dans un tube séminifère. C'est une coupe dans un tube séminifère et on voit vers l'extérieur donc les spermatogonies, vers l'extérieur, donc c'est les plus anciennes, et à l'intérieur, hein, doucement, doucement, vous avez vu les stades hein, des spermatogonies, etc., spermatocyte 1, oxocyte 2, et à l'intérieur, au milieu, on va trouver les spermatozoïdes. Donc c'est un tube, supposons vous coupez un tube, quand vous regardez vers l'extérieur du tube, c'est les plus anciennes, et à l'intérieur du tube, dans la lumière, ce qu'on appelle la lumière, ce sont les nouvelles cellules, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Elles sont dans la lumière. Alors, bien sûr, elles contiennent aussi les cellules de Sertoli. On en a parlé, les cellules de Sertoli, ce sont de grandes cellules qui servent de support aux cellules de la lignée germinale. La lignée germinale, donc aussi que je vous ai décrite, donc elles vont les supporter, les nourrir, les défendre, etc. etc. Donc, et deuxième type de cellules qu'on trouve en même temps, donc toutes les cellules de la lignée germinale et des cellules donc, de Sertoli, ce sont les cellules de Leydig. Leydig. Rappelez-vous les cellules de Leydig, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, on en a déjà parlé dans le cours, ce sont les cellules qui vont être responsables de la production de la testostérone dans le testicule. La testostérone qui est l'hormone sexuelle mâle. À quoi sert là? Puisque ça y est, on a la formation des spermatozoïdes, donc c'est fini, on n'a plus besoin. Non,
la testostérone, elle est là parce qu'elle entretient la spermatogénèse tout le temps. Donc il y en a toujours. Toujours, toujours. Bien sûr, elle va maintenir aussi beaucoup d'autres activités dans l'organisme, l'activité du mâle, hein, mais elle va aussi maintenir la production des spermatozoïdes tout le temps. Quand un homme, pour une raison ou pour une autre, voit le taux de testostérone dans le sang, il va diminuer, etc., ça peut avoir une réaction directe sur sa production de spermatozoïdes, sa fécondité, sa fertilité, etc. Ah, il peut devenir même stérile si le taux de testostérone n'est pas adéquat. Donc, pas de production de spermatozoïdes. Donc, vous voyez, donc, il en a besoin tout le temps, jusqu'à la mort, il y a toujours la formation de testostérone. Donc, voilà, donc ça c'était pour avoir une bonne idée. Ce n'est qu'une révision, hein. Vous avez tout ça en détail et tout dans votre polycopier, etc., etc. C'est une révision. Et en même temps, je vous ai parlé des choses, hein, pour lesquelles, par exemple, un examen, je peux vous dire, il y a des choses dont je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas le temps, là, c'est pas un cours, hein, c'est juste une révision. Donc, on n'a pas le temps. Voilà, j'ai vu dans certains commentaires, bon, je me permets de m'arrêter un petit peu maintenant, j'ai vu dans certains commentaires, il y a des questions, il y a des gens qui posent des questions, donc je pourrais répondre par la suite, hein, bien sûr pas en même temps, c'est tout à fait normal. Je vais l'enregistrer la vidéo. Je vais l'enregistrer comme ça, ceux qui n'ont pas assisté ou bien qui n'ont pas bien suivi, ils peuvent reprendre tranquillement. Et ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser et je répondrai, je vais les voir tranquillement. Et je vous dirai par exemple la prochaine vidéo, je vais répondre pas toutes, à certaines questions, mais ça dépend. Celles qui sont intéressantes, je réponds, les autres où il y a la réponse dans le cours, etc. Donc vous pouvez juste voir. Voilà. Oui, on me demande de sauvegarder la vidéo sur votre page pour réviser après. Là, je vais la sauvegarder, comme ça vous pourrez réviser après. Ok, pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, j'ai pas compris, donc oui, on espère. La vidéo, oui, je vais laisser. Je sais pas, répond à ma question. Qui c'est Mimi répond à ma question. Je ne sais pas, j'ai pas vu la question parce que ça défile, il y en a beaucoup. Il n'y a pas une question, ça marche. Donc, en tout cas, je vais l'enregistrer, je vais voir les questions donc qui sont plus intéressantes, c'est-à-dire celles qui peuvent intéresser tout le monde, je vais y répondre. Il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien, est-ce que vous entendez bien? Personne ne m'a répondu. Est-ce que vous m'entendez, oui ou non? Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que c'était clair donc je sais, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, mais, oui. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre le Ah, d'accord. Et Anna me répond oui, oui, ça va, etc. Donc, voilà, très bien. Non, non, mais comme ça, c'est... Voilà. Donc, comme ça... attendez, avant de partir, hein, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais bon, ce n'est pas forcé. Alors, je vais vous faire une deuxième séance, si vous voulez, samedi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je vais vous faire une deuxième séance. Écoutez-moi, le samedi, donc peut-être à la même heure. Donc on va faire une deuxième séance. Je vais vous expliquer la reproduction chez la femelle
parce que déjà c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les résumés, on a dit, les résumés, je les ai mis, ceux qui n'ont pas entendu, je répète, ça fait rien. Alors, les résumés, ils sont sur le site de la faculté. Vous allez sur le site de la faculté, pas dans le e-learning, hein. Le site de la faculté, vous allez trouver une page où il y a les résumés des cours. Je vous ai fait un résumé de cours. Voilà. Alors, quelle heure pour samedi? Inch'Allah, samedi, on va dire à 17 heures comme aujourd'hui. Je pense que c'est la meilleure heure. Je pense que c'est la meilleure heure. Donc, je vous informe que ce sera samedi prochain à 17 heures et je vais continuer à vous expliquer la suite du cours. Et entre-temps, si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas à me dire, je vais vous les expliquer. Même si je vous fais une séance questions-réponses, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Donc, s'il n'y a plus rien, je vais vous dire au revoir et je vais vous enregistrer la vidéo, comme ça vous pouvez en profiter, bien sûr. Voilà. Allez, à samedi 17 heures. Au revoir, tout le monde. Bon, l'enregistrer ou la supprimer? Bon, je vais mettre terminé.